Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Stories, ma nouvelle chaîne YouTube et à vrai dire ma toute première chaîne YouTube. L'objectif, ça va être de vous parler de mes groupes préférés, de vous expliquer leur histoire depuis le début, les galères, les soucis, les dissolutions de groupe, jusqu'à l'explosion, le succès, la déchéance, la décadence, les anecdotes. Voilà, toute la vie d'un groupe dans son ensemble, à vrai dire. Avant de commencer, je vous explique quand même effectivement ma première chaîne YouTube. Donc, zéro moyen, un vieil iPad, un vieux micro. On tente comme ça. Mon objectif, c'est pas de devenir populaire et milliardaire, c'est juste d'échanger avec vous et de vous permettre d'apprendre certaines choses sur mes groupes favoris qui seront probablement vos groupes favoris aussi. Alors malgré de nombreuses recherches, je suis dans l'incapacité de trouver les bonnes informations sur les droits d'auteur, sur les paiements en SACEM, etc. Donc on tente comme ça. On va commencer par un groupe un peu moins connu, mais tout aussi populaire dans certains pays, qui a connu son heure de gloire en France d'ailleurs, qui remonte sur scène actuellement. Donc on commence par le groupe Keane. Le groupe Keane, c'est surtout ça. Keane, c'est quoi? C'est un groupe de rock, estimé de rock, pour moi c'est plutôt de la pop rock, originaire de Grande-Bretagne, formé en 97. Ça remonte un peu les enfants. Bon, je vous passe rapidement la formation du groupe. Il y a un chanteur nommé Tom Chaplin, un pianiste, c'est Tim Rice-Oxley, un batteur forcément qui est Richard Hughes, et depuis 2011 de façon officielle Jess Queen à la basse. A priori, des informations que j'ai, depuis sa création, depuis ses gros succès, Keane a vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde. On commence par le début. En fait, le groupe se forme parce que tous les membres du groupe se connaissent et ont étudié ensemble. Ils ont commencé par reprendre des chansons de YouTube, normal, la base j'ai envie de dire, et des Beatles, aussi une autre base d'un autre genre, mais une base quand même. Après un léger succès dans le milieu, très intime comme succès, ils commencent à composer leur musique, ils améliorent leur son. Et en 2002, leur guitariste les quitte suite au manque de succès. Ils décident à ce moment-là de se confronter à la scène, ils commencent à sortir leurs chansons. C'est à ce moment-là que le petit employé d'un label les repère. C'est à l'issue de cette collaboration-là que le titre Everybody's Changing va être sorti et il va être produit avec un titre qui va être produit avec les moyens du bord. Mais c'est ce titre qui va les faire connaître. Après ce premier single, ils décident d'en faire un deuxième dans ce même label et s'ensuit une petite guerre de propositions entre labels, dont Island Records sortira vainqueur. Et c'est ce label-là qui éditera le single Somewhere Only We Know en 2004. Les gars du label ont eu les creux parce que ça va être un succès international pour le groupe. Deuxième album de l'année en Angleterre, de nombreuses récompenses vont en découler et c'est le début du succès pour eux. Ce titre qui atteint le top 3 des charts en Angleterre et qui propulse le groupe sur le devant de la scène. L'album qui s'ensuit, Hopes and Fears, se classe numéro 1 et devient la seconde meilleure vente d'albums au Royaume-Uni cette année-là, c'est-à-dire en 2004. Cet album-là qui fait connaître le groupe hors de ses frontières, donc hors du Royaume-Uni, et c'est grâce à cet album qu'on les connaît notamment en France. Ce qui en découle, c'est des passages à la radio, des critiques sympas, des comparaisons à Coldplay, et j'en passe. Un certain journaliste dans un quotidien musical connu en Angleterre va même les comparer à une sorte de Radiohead reprenant du AA. Donc ça, c'est une comparaison de ouf. Donc le groupe continue sur cette lancée et sort son deuxième album, Under the Iron Sea, qui se classe en tête des charts en Angleterre et se classe 4e du Billboard 200. Le Billboard 200, c'est quoi? C'est le classement des 200 chansons les plus écoutées sur l'année. Il n'y avait pas encore Deezer, il n'y avait pas encore Spotify, il n'y avait pas encore Qobuz.
à l'ancienne quoi. C'était un classement, les titres les plus achetés, les singles les plus écoutés, passés à la radio, etc. Donc ces deux albums sont considérés et désignés par les lecteurs d'un magazine et d'un site internet anglais comme étant les meilleurs albums britanniques de tous les temps. C'est un truc de fou quoi. Keane on ne connaît pas trop en France et le groupe est considéré comme celui qui a été capable de sortir les deux meilleurs albums britanniques de tous les temps. Donc le groupe se place au même niveau que The Beatles, que Oasis et que Radiohead. Donc ce sont les trois seuls qui avaient réussi ça avant. Donc c'est dire l'importance du groupe en fait. L'album Hopes and Fears sur lequel paraît les singles Somewhere Only We Know, Everybody's Changing, Bed Shaped permet au groupe de faire la première partie d'un groupe un peu plus célèbre qu'eux. Il s'agit de U2. Vous vous rappelez, ils faisaient des reprises de U2. Ils font la première partie de U2. Je crois que pour eux, la boucle était bouclée à ce moment-là. L'album Under the Iron Sea se classe quand même numéro 4 aux États-Unis. C'est pas une mince affaire d'être numéro 4 aux États-Unis pour un petit groupe anglais comme ça. Suite à la sortie de ce deuxième album, Keane repart en tournée, mais fait un truc de fou. Pour eux, ils font des dates à l'international. Ils se retrouvent en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. Donc en Amérique latine, ils font quand même un concert avec 50 000 fans. Là, on arrive en 2008. En 2008, le groupe sort son nouvel album Perfect Symmetry. Le groupe enregistre à Paris et à Berlin et a complètement changé son univers, ce qui a totalement déstabilisé la base fan, ce qui s'en ressent au niveau des ventes parce qu'ils vendent un peu moins de 800 000 exemplaires. Comparé à ce qu'ils avaient connu avant, c'est presque une déception. Dans cet album-là, le groupe décide d'introduire, parce qu'on ne peut pas dire réintroduire, ils n'avaient jamais utilisé cet instrument-là, bizarrement pour un groupe de rock. Ils décident d'introduire une guitare. Donc ça va bouleverser les codes qu'ils avaient mis en place dès le début et ça va changer totalement l'oreille concernant la création musicale. Cet album a été beaucoup plus simple à créer, beaucoup plus simple à enregistrer. Ils étaient vachement plus détendus que pour l'album précédent, sur lequel, après le premier succès, ils avaient une grosse pression, ils étaient hyper attendus et ils voulaient faire la suite logique du premier album. Là, ils ont voulu casser les codes. Bon, ils se sont plantés au niveau des ventes, mais c'est aussi parce que l'album était en téléchargement unique. Mais ils ont pris des risques, c'est louable pour eux. Et au final, avec le temps, à la fin de l'année 2008, quand ils sortent l'album en 2008, on attend la fin de l'année, l'album est quand même désigné meilleur album de l'année par les auditeurs et visiteurs du magazine Q. Donc c'est le même truc, en fait ils ont la dalle de Keane, hein, ces gars-là. Donc tant mieux, ils sont récompensés pour leur prise de risque et leur audace. Donc c'est un bon point pour eux. En 2008 et 2010, le groupe fait des tournées et recommence à composer. En 2010, ils sortent un mini-album nommé Night Train, composé de duos un peu inattendus, avec Kenan, un chanteur somalien. C'est ça, Kenan, vous le connaissez sûrement pour ça. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Et une chanteuse japonaise. Donc ils continuent un peu sur leur audace et sur leur volonté de casser les codes. La critique semble avoir eu raison du public. L'album se vend à peu près à moins de 200 000 exemplaires. Ils estiment que l'album est plutôt réussi et étonnamment efficace pour un bouche-trou. Ça veut dire ce que ça veut dire. Malgré ce manque de réussite en termes de vente, certains titres de l'album se retrouvent dans des BO de jeux vidéo comme FIFA 07, Pro Evolution Soccer 2010 et Konami craque encore en 2011 avec un nouveau titre de Keane. Donc ils se sont fait leur petit trou dans le milieu quand même. En 2012, ils décident de sortir un nouvel album, Strangeland, qui aura un peu plus de succès et qui se vendra à plus d'1 million d'exemplaires. Durant l'été 2013, le groupe sort un best-of qu'ils ont intitulé The Best of Keane. Ils se sont pas trop pris la tête, mais ils ont raison en même temps. Moi, d'un point de vue personnel, je me méfie toujours des best-of et pour le coup là on aurait eu raison de s'en méfier. En 2013, à la fin 2013, le groupe annonce une pause pour se consacrer à leurs amis, leur famille et se reposer. Le chanteur Tom Chaplin en profitera d'ailleurs pour faire un album solo
et qui sortira en octobre 2016, qu'il intitulera The Wave. En juin 2019, donc cette année, même si on est bientôt en 2020, le groupe a annoncé son retour via un nouvel album, Cause and Effect, qui est sorti le 20 septembre. Dans la foulée, ils ont annoncé une tournée avec quelques festivals, quelques dates dans quelques villes, plus de quelques encore. Et ils seront en France, à l'Olympia, à Paris, le 20 janvier. Donc s'il reste des places, je n'ai pas regardé, mais si ça vous plaît, si Keane vous a manqué, allez acheter des places. Merci infiniment à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'était un plaisir de la faire. Je m'excuse encore pour les regards sur le côté, les regards fuyants. J'ai un peu de mal à regarder l'objectif. Je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir lire mes notes sans quitter l'objectif des yeux. Je vais acheter un prompteur, je crois que je vais me croire à la télé. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais vous retrouver. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce qui cloche, me dire ce qui vous a plu en commentaire et à me dire quel groupe vous aimeriez que je fasse, sachant que, rappelez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit, on attaquera les grands groupes plus tard. Allez, bisous à tous, bonne journée, ciao les mélomanes!